2 planches de bois. Le ski, simple comme une trace directe. Glisser, sauter, jouer. Faire des virages et laisser de belles traces dans la neige. On imagine aisément le plaisir de ces skieurs il y a 100 ans. Un bonheur encore intact aujourd'hui. Le ski, c'est tout cela, mais bien plus encore. Insouciance, liberté, vitesse. À ces joies s'ajoute la découverte d'un monde qu'on dit austère et froid. La recherche de sensations fortes, toujours plus inutiles, toujours plus essentielles, en tout cas pour moi. Au début était la neige, mais on n'était pas dans un conte de fées. Comme une fatalité, cette neige confinait les montagnards à demeure, chaque hiver que Dieu faisait. On restait tout l'hiver sans travailler. Il fallait avoir des pommes de terre à la cave, des réserves, et il fallait atteindre le printemps comme ça. L'imagination des hommes a transformé le moyen de déplacement inventé par les Vikings en un jeu futile, mais amusant. C'était des skis qui venaient de Norvège. On collait le pied au milieu, puis le pied faisait un petit peu ce qu'il voulait, mais enfin ça tenait quand même. Parce qu'on foulait que de la neige. Les planches de bois ont d'abord conquis aristocrates et bourgeois. Les montagnards, trop contents d'oublier un instant le difficile quotidien, se sont empressés de les adopter. Dans tous les massifs français, on essaye, on rigole, on épate la galerie. C'est le grain de folie des années 20. À force de sueur, d'évolution du matériel et de recherche d'équilibre, le ski ouvre la porte à des techniques plus ou moins efficaces et entame un long processus d'affinage qui va le conduire vers les sommets de l'art et de la compétition. Les courses de garçons de café, alors en vogue, ne sont pas au programme des premiers Jeux olympiques de Chamonix. Les spectateurs, venus nombreux, découvrent le saut à ski, le ski de fond et, de manière plus anecdotique, la patrouille militaire, une sorte d'ancêtre du biathlon. Pour autant, le ski ne vole pas encore la vedette au sport de glace. Cette animation hivernale bouleverse rapidement la vie à la montagne. Les vallées sortent de leur autarcie. On parle dorénavant de stations de sport d'hiver. Pour organiser et faire grandir ce mouvement, se crée une institution désormais centenaire, la Fédération française de ski. À l'aube des années 30, le ski se cherche toujours. Mais grâce au relief généreux des Alpes, il va devenir le ski alpin. Sous l'impulsion d'Alfred Coutet, premier champion de ski reconnu, les écoliers ont droit aux premières classes de neige. Mais que les mines réjouies de ces gamins ne nous trompent pas. Ce sport est fatigant. On passe plus de temps à remonter les pentes qu'à les descendre. Alors on se débrouille comme on peut. Et c'est le transport par câble qui va remporter la mise. Enfin, débarrassé de cet inconvénient majeur, le ski alpin s'adapte à son environnement et entame une formidable ascension. Avec la certitude chevillée au cœur que le ski alpin est l'avenir de la montagne, la Fédération française affiche une ambition claire: attirer la grande foule vers la neige et donner au ski français un champion du monde. Dans le recrutement des toutes premières équipes de France, une personnalité hors norme va s'affirmer, Émile Allais. On a commencé à faire de la descente en 1930, par là. Il n'y avait pas de porte. On partait au sommet de la montagne et puis il y avait une porte comme au départ, un portillon de départ, et puis une banderole à l'arrivée, c'était tout. C'est encore Alès qui triomphe. Tournier se classe second derrière Alès. C'est aux Jeux Olympiques de Garmisch qu'Émile Allais s'illustre pour la première fois.
Au milieu d'une foule immense, tout à la propagande hitlérienne, il offre sa première médaille olympique au ski français. En refusant de faire le salut nazi sur le podium, il affirme une détermination exceptionnelle qu'il va porter tout au long de sa vie. Les deux donc, Allemands faisaient le salut fasciste et moi, je restais au garde à vous. Je me suis dit, non, je peux quand même pas faire ça, quoi. Dès l'année suivante, au premier championnat du monde organisé en France, il gagne toutes les épreuves. Il y avait une chaîne de spectateurs du départ à l'arrivée. Tout le long de la piste, c'était vraiment formidable. On m'a tout de suite dit, tu es champion du monde. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Puis après, c'est la grande joie, c'est le bonheur, quoi. Puis on est emporté par les gens qui vous tapent dessus, qui vous félicitent. Il y a des choses qui vous marquent dans la vie comme ça, et ça reste quand même. Ouais. Avec le Pyrénéen Laforgue, son dauphin, il concrétise un savoir skier à la française. La joie règne dans le camp français. Au-delà de sa carrière sportive, Émile Alais dessine une trace incomparable. Sa technique et son enseignement contribuent très largement au développement du ski en France et amènent un nouveau public vers ce sport. Le blocage momentané des hanches rend solidaire partie supérieure et partie inférieure du corps. Pour nous tous, il est le père fondateur du ski français. L'école de moniteur n'existait pas en France. On passait son brevet, mais personne ne vous enseignait comment il fallait faire. Alors là, on a créé une école qui donnait les diplômes. Donc je formais les premiers moniteurs qui ensuite, eux, formaient d'autres moniteurs. Et c'est un engrenage. Et je peux dire qu'en l'espace de 3 ans, la méthode avait conquis la France. Les sports d'hiver font chaque année des adeptes de plus en plus nombreux. Une école a été créée pour eux à Mégère. Premier disciple d'Émile Alais, Jam Coutet. Tout juste 16 ans et champion du monde à son tour. Avec les premiers moniteurs diplômés, ils font force d'exemple et sont les porte-drapeaux de ce sport nouveau destiné à tous, selon l'expression de Léo Lagrange, pilier du gouvernement Blum. Ira-t-on à la montagne comme à la mer? 5 des meilleurs skieurs français se livrent à une descente sur le tapis recouvert d'acide borique. Voici de remarquables sauts périlleux exécutés par Émile Alais, Hartung et Soquet. Ainsi, en plein Paris, les adeptes de ce sport ont l'impression des joies de la montagne neigeuse. Si la Deuxième Guerre mondiale ralentit inévitablement le mouvement, on continue d'organiser des compétitions, de construire des remontées mécaniques et de former de nouveaux moniteurs. Des champions comme Agnel, James Coutet, Laforgue se préparent à affronter d'autres luttes. La France, qui a toujours tenu une place excellente au sport d'hiver, ne manquera pas, avec sa nouvelle équipe nationale, de remporter de nouveaux succès. Au sortir de la guerre, le sport ski reprend sa glisse en avant. Attention, Oreiller is about to start. Oreiller, the great hope of the French. Avec de plus en plus de vitesse et de prise de risque, c'est l'époque de ceux que l'on pourrait appeler les premiers pilotes des neiges, les Fanlabise. Henri Oreiller est le meilleur d'entre eux. Il est le premier champion olympique français. Sa devise au moment de partir est tout un poème, la victoire ou l'hôpital. Steady and firm as one of his own French oaks, he flashes into the home stretch and passes the line. Another Olympic winner and a gold medal for France. Bravo, mon vieux, t'as bien gagné. Oreiller ranks first. The two champions have excelled themselves this year. In a few hours, their picture will be published in the newspapers all over the world, transmitted by Berlinograph. Formé au ski dans les troupes de montagne, Henri Oreiller est issu d'un petit village perdu au fin fond de la vallée de la Tarentaise, que personne ne connaît, Val d'Isère. Le champion et sa station, ou l'incarnation d'un monde nouveau. La neige tombe à gros flocons. Le moment est incroyablement créatif. Stimulé par les apports du plan Marshall, la montagne bâtit son avenir avec optimisme. Même s'il lui faut rompre, non sans nostalgie avec le passé et les traditions.
Les gamins peuvent rêver. Plus qu'un geste sportif ou un jeu qui prolonge l'enfance, le ski leur offre l'opportunité d'un avenir couleur neige. Clubs et comités régionaux imaginent des formations spécifiques pour cette marmaille en quête d'idéal. Quelques-uns réussiront en compétition, comme Lucienne Schmidt-Coutet, première française championne du monde. Les autres se mettront au service des skieurs du dimanche, moniteurs de ski, ce job en vogue, ou pisteur-secouriste, ce nouveau métier inventé par Émile Allais. Les petits citadins ne sont pas oubliés. C'est au cœur des années 50 que sont créées les classes de neige, épatantes initiatives dont bénéficieront des générations successives. Les institutions, Fédération française de ski et école de ski, popularisent la pratique et font du marketing avant l'heure en produisant des films pédagogiques. Le ski est l'affaire de tous. Regardez pour vous en pénétrer ce Christiania léger, filmé pour la première fois. L'ambition est de proposer une technique accessible à tous. On y vante le virage Christiania, qui fait rimer élégance et efficacité, et définit une gestuelle tout aussi performante que celle des Suisses et des Autrichiens. Les victoires de nos coureurs sur les courses internationales vont assurer une renommée mondiale à la technique française. Ce matin-là, à Squaw Valley, il faisait un temps magnifique. La neige était belle, dure, froide. Peu de temps après le départ, à 50 mètres environ, il y avait un virage. Hélas, ce virage, je le ratais complètement. Mais immédiatement, je réagissais car je sentais que j'étais capable encore de gagner. Et dans ce grand Aux Jeux de Squaw Valley, la réussite olympique de Jean Vuarnet est hautement symbolique. Il domine la descente en tirant profit à la fois de sa technique, de son matériel et d'une recherche de vitesse patiemment mise au point, la fameuse position de l'œuf. Jean Vuarnet était incontestablement le grand maître de la descente. Avec une magnifique autorité, une victoire très médiatisée qui donne un providentiel coup de projecteur sur nos skieurs en pleine période de disette du sport français. La plus prestigieuse des victoires dans le monde du ski. Le tout nouveau champion olympique nous fait ressentir ici les sensations de la glisse grâce à une immersion dans le monde de la vitesse avec la GoPro de l'époque. Dès l'instant où il part, le coureur quitte le monde de la crainte pour celui de la solitude. Son unique impression est d'être seul. Seul dans un univers où les arbres, les montagnes, les foules défilent à 100 à l'heure. Lui, il ne voit rien. Seulement cette piste qui se déroule, vertigineuse, sous ses spatules. Le champion est un passeur d'émotions, celui qui inspire. À l'image, c'est Guy Périllat, un de mes champions préférés. En 61, il gagne toutes les classiques, dont Kitzbühel, Wengen et le Kandahar, des monuments du calendrier international, encore aujourd'hui. Sa notoriété explose en pleine période yéyé, un petit disque au passage, et puis Guy retourne à son quotidien, à sa passion, à cette descente qui fascine autant qu'elle effraie. En toute humilité, on n'a pas le même palmarès, mais la même passion de la vitesse dont il parle si bien. Même dans ma voix, même dans ma voix. La chute, c'est la course terminée. Et puis en plus de ça, cette chute, elle peut être quelquefois très grave. Nous avons au départ une appréhension surtout pour le fait de réussir la compétition. Il arrive certains cas où nous avons peur de la descente, nous avons peur d'un passage particulier. Mais je crois qu'au départ de la compétition, il est surtout dominé par l'appréhension de bien réussir cette compétition. Et brutalement atterrir dans le monde des hommes, des photographes, du bruit, c'est comme une délivrance. Dieu qu'ils sont beaux, ces gladiateurs de la glisse, avec leurs tourments, leurs doutes, leur bravoure. Quel gamin n'a jamais rêvé d'enfiler leur costume de lumière? Sur les grands pistes, skiant vraiment comme un artiste, comme un surhomme, comme un dieu.
il disparaît sous le ciel bleu. C'est avec ces rêves-là qu'on a tous grandi. Mais pour être champion, il faut se bâtir un corps d'athlète. C'est le credo d'un coach historique, celui que tous les coureurs appelaient avec respect et admiration, Monsieur Bonnet. C'est-à-dire qu'on faisait des exercices musculaires spécifiques au ski. Alors quand Bonnet nous annonçait ça, alors les petits, on va travailler les muscles des cuisses. Ça a été une arrivée très soudaine dans un monde que je ne connaissais pas, avec la chance de tomber sur un homme qui était en train de révolutionner le ski. La réussite des athlètes s'appuie toujours sur un entraîneur. Celle de Monsieur Bonnet sera taille patron. Toute la vallée de Chamonix est là. Tous voudraient que pour une fois, il ait un peu de chance. Sous sa houlette, le ski français va vivre son âge d'or. C'est Charles Boson, un guide d'haute montagne, enfin vainqueur dans la tempête. Sa course, il la résumera en quelques mots. Ça va. Il me semble que je ne descends pas assez vite. J'accélère. J'entre dans une grande bourrasque. Tout disparaît. Il faut serrer les portes. Passer, passer, passer. Ces chiffres que la neige recouvre déjà, Charles Boson les a inscrits pour toujours dans sa mémoire. L'éternel second a enfin gagné sa course. Sa dernière grande course. C'est aussi François Bonlieu, surnommé le Petit Prince des Neiges, avec son style si fluide. Il y a de nombreuses années, 10, 15 peut-être, qu'un homme espère qu'aujourd'hui, il ne tombera pas. Il s'appelle François. Lui dont on admire le style depuis toujours, il va enfin atteindre le but, en bas, à ses pieds. Il n'y croit guère parce que trop proche, parce que cette descente lui paraît trop courte pour récompenser toute une vie. Ce sont aussi les sœurs Guatchel pour un historique double coup double au JO. Un exploit unique dans l'histoire olympique. La victoire ne paraît plus être qu'une bonne habitude à prendre. Le jugement d'un chronomètre est le plus indiscutable. Rassemblement pour les Jeux de la Neige. Pour fête les débutants. Au cœur des 30 Glorieuses, le ski alpin est érigé en véritable fierté nationale. Loin de l'hiver, en plein mois d'août, Portillo du Chili organise les premiers championnats du monde de ski, les seuls jamais organisés dans l'hémisphère sud. Jamais l'équipe de France n'a été aussi bien préparée. Combinaisons nouvelles en tissus spécialement étudiés. Essais en soufflerie qui ont montré que des erreurs de détail dans la position de recherche de vitesse peuvent coûter des secondes entières. Pour ne pas offrir de prise au vent, les dossards des Français sont collés sur les combinaisons. Rassurez-vous, celui de Schranz était cousu. Innovation dans l'histoire du ski. Les Français utilisent systématiquement le yoga pour se décontracter avant le départ. Un journaliste américain écrira que jamais un entraînement n'avait été aussi bien pensé. Il faut y ajouter ce quelque chose de vague qu'on appelle l'esprit d'équipe, fait d'amitié, de joie, de confiance, de victoires renouvelées et aussi parfois de défaites partagées. Killy, Guatchel, Lacroix, Famoz, Perilla, Mauduit, Sterer et Geoffrey font carton plein. 16 médailles sur 24 possibles. Un truc de dingue. Tous ceux qui ont remporté les succès français à Portillo aujourd'hui ont incité beaucoup de jeunes Françaises et beaucoup de jeunes Français à aller sur leurs traces et à faire du ski. Il nous appartient à nous maintenant de développer les moyens qui leur permettront justement de se livrer. Les champions de ski sont des vedettes.
les chouchous du public et les invités réguliers des émissions phares à la télé. Derrière, soyez gentil une seconde. Tiens, derrière, non. Pour Marielle Goachel, la Zazie des Neiges, ce fut l'instant de gloire. Le général de Gaulle lui a remis la médaille du mérite. Le général de Gaulle surfe même sur la bonne image du ski et en profite pour dynamiser son plan neige, cette grande ambition nationale de relance de l'économie montagnarde. Le développement du ski de loisirs est une affaire d'État. À la place des chalets d'alpage et des pâturages d'altitude, les stations de ski poussent comme des champignons après la pluie et font l'objet de convoitises fiévreuses. On parle d'une ruée vers l'or blanc. Les paysans de la neige, qui jusque-là avaient assuré un développement autarcique et maîtrisé de la montagne, doivent alors composer avec investisseurs, aménageurs et promoteurs. Les plus optimistes vantent une réelle démocratisation du ski. Les plus critiques pleurent des espaces d'altitude défigurés. Pour l'heure, le ski est un véritable phénomène de société qui arrive dans les foyers français grâce au petit écran. Les courses du dimanche sont retransmises en direct, juste après la messe. Oh là 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 là, le pauvre Roger. Chute terrible de Roger Rossamigno, qui a déchaussé, qui a déjanté son ski. Dans l'euphorie ambiante, les Jeux Olympiques de Grenoble arrivent à point nommé. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous nous présentons aux Jeux Olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. Le public redécouvre des disciplines qu'il avait presque oubliées. Les coureurs de fond s'appellent les fondeurs. C'est un cadeau du langage. Comme s'ils faisaient fondre la neige à force d'avancer sur elle. Comme si leur force était cousine de celle des ouvriers du bronze et de l'acier. Car ils sont forts, incroyablement. La beauté du Vercors sublime l'effort des fondeurs et accueille les biathlètes, un sport spectaculaire promis un bel avenir. Il y a des sports dont on ne parle jamais. Prenez le biathlon. Le biathlon combine deux spécialités, la course de fond et le tir. Et si la plupart de ces champions sont militaires, douaniers, gendarmes ou policiers, à qui la faute? Comme un hommage aux premiers champions, le tremplin de Saint-Nizier se transforme en arène populaire pour les sauteurs à ski. La glisse est plurielle. À son âge, être médaille d'argent aux Jeux, croyez-moi, c'est un exploit. Malgré le coup de projecteur sur les disciplines nordiques et de glace, pour le public français, le sport vedette des Jeux de Grenoble reste le ski alpin. La Belle-Mire, la petite Pyrénéenne et médaille d'argent. Marielle Goachel, France. J'ai jamais voulu être un champion. Par contre, mon obsession, c'était de skier mieux que les autres. Je ne savais pas ce que ça signifiait vraiment, mais je voulais aller plus vite que les autres. Quelques instants, attention, on est en train de compter. Top pour Jean-Claude Killy, avec sa détente extraordinaire pour se mettre sur ses skis. Jean-Claude Killy est très rapide maintenant dans le goulet qui arrive vers nous. Oh là là, il va très très vite, Jean-Claude seconde de mieux que Périlla. Jean-Claude Killy a battu Périlla. Donc un doublé sensationnel. Attention Killy au départ. Attention, oh là là, il rase les portes, qu'est-ce qu'il est beau à voir. 42, 44, 45, Jean-Claude. Le brouillard toujours aussi épais. Alors là, on ne voit absolument rien. Jean-Claude Killy. Avec 3 médailles d'or, Jean-Claude Killy touche le Graal absolu du sportif. Dès les Jeux terminés, il s'envole à 25 ans pour un après-carrière tout aussi réussi. Dopé par le charisme de Killy et Marielle Goachel, une jeune équipe de France truste les podiums en Coupe du Monde, nouveau baromètre annuel des talents. C'était la grande équipe de France. C'était un concours de circonstances qui a fait que de nombreux athlètes se sont retrouvés à ce moment-là les meilleurs du monde. Il y avait des bons entraîneurs, il y avait un bon esprit, il y avait une bonne équipe. L'année 70 enregistre des performances individuelles et collectives toujours inégalées. Avec pour point d'orgue les titres d'Ingrid Laforgue, Jean-Noël Auger et le succès de Michel Jacot, sacrée meilleure skieuse au monde. Des champions qui gagnent tous les week-ends, des stations qui font le plein,
Des fabricants français qui dominent le marché international. La vie est belle. Mais pendant que du haut de mes 8 ans, je rêvais de devenir champion olympique, la machine à gagner va se gripper. À la fin des Jeux de Sapporo, l'équipe de France est morose. Dirigeants, fabricants et coureurs se renvoient les responsabilités d'un bilan indigne de leur standing. 2 médailles ne suffisent pas à couvrir une crise qui va ne faire qu'enfler. Même si Henri Duvillard manque de remporter le classement général de la Coupe du Monde, même si Jean-Noël Augère, le biker rocker, domine le slalom international, cela n'empêche pas le ski français de terminer la saison en dépression. La tempête règne sur la station. En décembre 1973, au bout d'un bras de fer entre les athlètes et les dirigeants, une décision inimaginable va plonger le ski français dans le coma pour une bonne vingtaine d'années. Il est 12h30, une grande minute. J'ai décidé de procéder à une rénovation et à un rajeunissement de nos équipes. En conséquence, ne font plus partie des équipes de France les coureurs dont les noms suivent. 2 jeunes filles, Mesdemoiselles Ingrid et Britt Laforgue. Monsieur Duvillard, Jean-Noël Augère, Patrick Russell, Roger, pardon. Cette mesure doit permettre de retrouver un climat de confiance nécessaire pour la bonne préparation des compétitions. Maurice Martel vient de déclencher la foudre et les jeunes trouvent refuge auprès de Jean-Claude Killy et des anciens. Un skieur de 25 ans a le droit de dire ce qu'il pense à la presse, par exemple. Donc on ne peut pas lui reprocher. On vit d'une façon libre. Donc ils sont victimes de règlements de compte entre d'anciens dirigeants, de nouveaux dirigeants, d'anciens entraîneurs, de nouveaux entraîneurs. Et pour moi, c'est tout simplement inadmissible. C'est un scandale pour moi. Tout à fait, un scandale sportif. Imaginez que vous faites un métier, peu importe le métier que vous faites, vous êtes le meilleur du monde dans le métier, et puis à 25 ans, on vous dit, écoutez, ce métier, tu ne le feras plus de toute ta vie, et puis c'est tout. C'est là aussi qu'ils m'ont fait arrêter ma carrière, à 23 ans. Au-delà de leur carrière brisée, leurs expériences ne seront pas partagées. Autant de grandes sœurs et de grands frères que nous n'aurons jamais pour nous montrer les voies du succès. C'est par cet énorme clash que notre génération est née. Le ski alpin moribond, d'autres formes de ski voient ou revoient le jour. Par opposition, dans une sorte de mai 68 à retardement, une contre-culture très rock'n'roll va naître. Je trouvais que l'esprit s'endormait, disons, dans le ski alpin, tandis que dans le ski artistique, acrobatique, c'était un peu un renouveau du ski. À la manière des groupes de musique, des troupes de ski itinérantes vont faire le show. Voilà le hot dog. Des millions de skieurs créèrent des milliers de bosses. C'est ainsi que naquit le hot dogger. Un des hommes les plus originaux venus des Alpes est Henri Autier, connu en France comme le taureau de Tignes. Autier est un concurrent très dur qui évoluait avec la grâce d'un camionneur. Mais ces trucs sont complexes et difficiles. Il ne dépend que de l'attitude des juges pour le classer premier ou dernier. Henri Autier sera le guide du ski artistique. Jean-Paul Pierrat sera l'artisan du renouveau du ski de fond que les Jeux de Grenoble avaient remis au goût du jour. Une véritable idole. Le poster de sa victoire à la Vasalopette, course mythique par excellence et qui n'avait jusqu'alors jamais échappé à un Scandinave, fait son entrée dans les chambres d'ados. Dans sa foulée fleurissent des vocations qui s'expriment dans les courses de longue distance, tellement populaires. Le ski est devenu un sport de masse, comme souhaité. Le nombre des départs à la neige a quadruplé en 10 ans. On en recense presque 5 millions à la fin des années 70. La montagne française, dopée par la frénésie immobilière, a pris du ventre, s'est citadinisée et embourgeoisée. Les stations-villages résistent, défendent la culture locale et jouent les bronzés fonds du ski. Bonjour, viens boire avec nous. Des skis, moi j'en ai fabriqué moi-même.
On skiait dans la profonde, il n'y avait pas de remontée mécanique, il n'y avait rien. Couper des sommes, des sabots, du cuir, deux coups par côté, on fait des sabots dedans, des sabots. Et puis ouais, on faisait des descentes formidables. C'est toute la montagne qu'il faut protéger pour lui permettre de mieux vivre. En 1977, le président Giscard d'Estaing prend tout le monde à contre-pied et siffle la fin de la récré. Salon-Montagne appelle à respecter les sites, les paysages, l'environnement et la population locale. Théoriquement, il n'y aura plus de stations nouvelles créées en site vierge. Cheveux longs et idées courbes. Le monde et les modes changent. À l'orée des années 80, un nouvel équilibre se met en place. Les nouvelles glisses, comme on les a appelées, crèvent l'écran. Kilomètres lancés, monoski, ski extrême, sœur des neiges, font de l'œil aux caméras avides d'exotisme. Tout pour le look et l'image. Les stations cherchent à créer l'événement pour remplir les lits construits par milliers. Ainsi, les arcs jouent la carte Apocalypse Snow et jettent de la poudre aux yeux jusqu'au cinéma parisien. Les médias célèbrent cette montagne joyeuse, admirent la fréquentation soutenue des stations, saluent la bonne santé de nos industriels, sans oublier le succès de la carte neige. Inventée par la Fédération, cette assurance offre d'un côté du ski sans souci à 600 000 hivernants et d'un autre, finance les clubs pour former des gamins. Sa vocation historique. Depuis le clash de 73, la compétition de ski n'avait plus la cote. Le public et la télévision s'en étaient détournés, stimulés qu'ils étaient par un ministre des Sports qui avait comparé cette équipe à des gugus. Les Alpins faisaient profil bas, surtout les garçons totalement désorientés, véritable génération sacrifiée de l'histoire. Les équipes féminines avaient su maintenir le cap, avec des leaders épatantes, Fabienne Serra et bien sûr Perrine Pellen, toutes deux championnes du monde. J'ai débuté en équipe de France, au temps où elle tenait le ski français à bout de bras. Son sourire nous protégeait du désamour du public et des journalistes qui réclamaient un nouveau Kili. Le titre de champion du monde de Michel Vion et la médaille olympique de Didier Bouvet sont presque passés inaperçus. Tignes exploite le moment pour organiser les premiers championnats du monde de ski artistique. Allez, Diluche! Illico! Il est là, je l'ai pas vu. Comment il est, Jean, là? Accélère, Diluche, accélère! Les artistes tricolores réussissent parfaitement leur show. Avec en invité d'honneur le président du CIO, Juan Antonio Samaranch, venu dans un repérage plutôt positif. A attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992, Jeux d'hiver, à la ville de... Et puis, le 17 octobre 1986, Albertville. Ah. Jean-Claude Killy et Michel Barnier remportent une victoire inestimable. Ils ramènent les Jeux Olympiques à la maison. Je leur dis merci. C'est vrai que les Jeux vont peut-être coûter de l'argent. Et alors, encore une fois, je répète, est-ce qu'il n'y a pas plein de conneries en France qui nous coûtent plein de pognon? Est-ce qu'on ne peut pas, pour une fois, pour la fête quadriennale de la jeunesse du printemps humain, dépenser de l'argent? La perspective des Jeux en France fait bouger les mentalités. De l'État aux fédérations, en passant par les fabricants, chacun assure sa partition. Les athlètes ne doivent pas être en reste. On range nos complexes au placard, on bombe à nouveau le torse devant les Suisses et les Autrichiens, et ça marche. Si je me souviens bien, je me sens un peu gêné sur le podium de Calgary. En réalité, cette médaille d'or est avant tout une victoire collective.
Peut-être a-t-elle participé aussi à redonner un coup de boost. Des médailles qui effacent 20 années d'espoirs déçus et de rendez-vous manqués. Picard, c'est le ski français qui retrouve les chemins de la gloire. Les Suisses, les Autrichiens et les autres s'en félicitent presque autant que nous. Une personnalité résumée en 2 mots, volonté et pudeur. Celle qui s'exprime par cette simple poignée de main, échangée avec son père qui ne l'a pas vu depuis février, avant les Jeux. Dans l'effervescence, les Savoyards se retroussent les manches pour livrer ces Jeux à temps. Très forte. Dans l'esprit de leurs promoteurs, les Jeux Olympiques ont précisément pour vocation de réaliser en 5 ans des routes pour lesquelles il aurait fallu normalement 20 ans. Les JO sont également supposés donner une publicité fantastique aux stations et les mettre au niveau de leurs concurrentes mondiales. Un pari qui ressemble à un électrochoc. Pourtant, une inquiétude sourde pointe le bout de son nez. Il y a 35 ans, un peu avant que le premier rapport du GIEC ne tire la sonnette d'alarme, les prémices du bouleversement climatique se font sentir. Il y avait déjà eu de temps à autre des hivers déficients, en 32, en 64, mais 3 hivers à la suite plus verts que blancs, jamais. Tout le système des sports d'hiver, basé en très grande partie sur le ski alpin, prend alors conscience de sa vulnérabilité. Mais elle est excellente, la neige au canon. Dis-lui que les jamais on n'aurait pensé qu'elle serait si bonne. Les Jeux d'Albertville vont mettre toutes ces menaces sous le tapis. Stations de ski, industriels de la neige, presse publique, partenaires et monde politique se rangent comme un seul homme derrière l'universalité de ces grandes compétitions. Magie olympique. Le rêve et la magie vont finalement se rencontrer. C'est dans ce cadre naturel que nous vous proposons de célébrer une fête surnaturelle. La fête du sport, jeune et joyeuse, surprenante et colorée, fraternelle et universelle. Pendant les 15 jours à venir, nous souhaitons vous emmener au sommet de l'exploit, de la beauté, de l'émotion. Pierre de Coubertin en parlait de cette manière. Le meilleur moyen pour s'olympiser, c'est d'être joyeux. Alors, à vous de jouer. Les Jeux d'Albertville sont ceux d'une France qui flambe toute neige, tout terrain. Il est 13h pile. Franck Picard a rendez-vous avec le podium olympique. 2. Picard qui se bagarre, qui fait l'une des meilleures courses de descente de sa carrière. Il était 3e aux derniers Jeux Olympiques à Calgary. Il pourrait remporter aujourd'hui sur le podium. Il est à 34e. Il est toujours dans la bagarre. Il fait une course superbe juste derrière. Patrick Ursup pour l'instant, il pourrait même devenir champion olympique. Il s'approche cette attaque. Ça va peut-être faire Franck Picard arriver. Une 54e. Il est deuxième. 500e. 500e pour Franck Picard. Il y a un an en France, personne ne connaissait cette épreuve venue des pays froids. Soit ski, plus ski de fond. Sylvain Guillaume tombe dans les bras de Fabrice Guy. Tous deux médailles d'or et d'argent sont les parfaits symboles des énormes progrès du ski nordique français. Le triomphe pour une magnifique équipe de France de biathlon. Elles ne sont que 9 licenciées en France. Ce matin, 3 d'entre elles ont remporté la première médaille française de l'histoire de ce sport. France, médaille d'or, c'est beau. Francis, t'es un bon Francis. Merci, bon, merci. T'es un bon Francis. Il fonce vers sa première médaille d'or olympique, l'insouciance d'un sport fun. Qu'on se le dise, Gros Pi, c'est le big boss. Ça fait 4 ans qu'il dit qu'il va être champion olympique et c'est fait. Les skieurs français dégèlent la ferveur nationale, à l'image de celle vécue lors des récents Jeux Olympiques de Paris. Sous l'effet conjugué des Jeux d'Albertville et du comportement décomplexé d'une nouvelle génération d'athlètes, le monde du ski reprend goût aux victoires. Illustration parmi d'autres, avec cette chère Carole Merle, si talentueuse, qui se construit un palmarès toujours inégalé, ou avec ce bon Patrice Baïsalin qui remporte la Coupe du Monde, ouvrant une voie royale à tous les biathlètes français, et en particulier à un monstre sacré, Raphaël Poiré.
Les artistes jouent les acrobates d'exception. Pour la DER d'Edgar Gros-Piron, ambiance festive et joyeuse. Le ski est aussi un grand spectacle. Les fan clubs donnent de la voix, les stations retrouvent du peps. Les champions sont à nouveau populaires. En ski alpin, un fils de guide devient le champion emblématique de la métamorphose en cours. Luc Alphand. Il gagne en Coupe du Monde avec la même régularité que naguère, Auger, Russell et compagnie. Il se lâcherait dans cette descente. Et une chute de Luc. Après une quantité invraisemblable de gamelles, il sort enfin du rang de la plus belle des manières. Luc est le deuxième Français après Killy à remporter le classement général de la Coupe du Monde. L'attente aura duré 30 ans. Et puis l'événement mondial du siècle, ce sont bien sûr les Jeux Olympiques de Nagano qui passionnent tous les insomniaques. Oui, eh bien, ici à Nagano, aïe, il reneige. Oh non. Aux Jeux de Nagano, Karine Ruby devient la première championne olympique de snowboard. Une discipline devenue majeure en une quinzaine d'années seulement. Oui, les champions olympiques. Magnifique. Il va falloir aller le chercher. Et Jean-Luc Crétier rejoint Oreiller, Vuarnet et Killy au palmarès olympique de la descente. Ce jour-là, j'ai pleuré comme un gosse. La descente commencera à 14h40. Tu vas me faire chialer, t'es vraiment con. Le sentiment profond d'être enfin digne de nos aînés. Je suis navré, ça me reprend. C'est dingue, hein? C'est dingue. Ouais, 98. Il me fait encore pleurer, ce con. The show must go on. Au changement de siècle, les nouvelles générations font sauter tous les préjugés et sortent des schémas traditionnels. Tout en brandissant l'étendard du ski en toute liberté, elles codifient leurs pratiques en empruntant la mode des sports urbains et inventent de nouveaux formats en compétition. Ski cross, border cross, big air, halfpipe ou slopestyle cohabitent désormais avec le ski alpin et le ski nordique. Autant de nouvelles disciplines qui rapidement vont réclamer le même investissement, les mêmes exigences de compétition à haut niveau. Fédérations et stations adoubent ces nouveaux athlètes et les accompagnent vers les sommets. Stimulés par ce coup de jeune, les autorités olympiques enrichissent les programmes de nouvelles épreuves. Résultat, Isabelle et Pierre Vidal, champion olympique. Carole Montillet devient la première descendeuse française. Raphaël a remporté 3 titres individuels sur 4 possibles. Florence Davrel-Robert, c'est fait. Elle est pour le moment en tête, c'est incroyable. This is Antoine Denoria who take the gold. It is France. les équipes de France en profitent pour alimenter de façon spectaculaire le livre d'or de la FFS et son coffre à médailles. La France du ski pluriel a retrouvé son éclat des années 60. Belle récompense. 4e il y a 4 ans, Jason Lamy-Chapuis voulait la victoire. Baptiste Grange, de valoir, plus qu'un faire-valoir, un vrai talent. Il a réussi à conserver son avance et aller jusqu'en bas en devenant champion du monde. Le dernier champion du monde français devant le clan. Regardez le clan des Français. Allez, on compare le moment. Oui, oui, oui. Champion olympique de snowboard cross avec un ligament déchiré. Pauline Madnel, 18 ans, remporte la médaille de bronze du premier concours olympique féminin de saut à ski. Le grand public ne boude pas son bonheur. Plébiscite quelques athlètes uniques, à commencer par Martin Fourcade, le biathlète, sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques, été et hiver confondus. Recordman toute catégorie des médailles d'or olympiques. C'est un moment historique. Martin Fourcade devient l'athlète français le plus titré aux Jeux. Alexis Pinturo, l'alpin, membre du club très fermé des vainqueurs de Coupe du Monde. Et bien sûr, la rayonnante Tessa Worley,
double championne du monde de slalom géant. Les Français adoptent des personnalités inspirantes, façonnées par la neige, le ski, la montagne. Comme Perrine Lafont, la bosseuse, Johan Claret, le descendeur, Maurice Magnifica, le fondeur, ou encore l'excellent Xavier Delerue, explorateur de sensations. Le génial Candide Tovex, roi des réseaux sociaux. Ou le fantasque Enak Gavadio, dont le personnage Rancho fait rire toutes les planètes du ski. Depuis Bellevarde, en 1992, elle dort dans un placard. Rancho, il est grand temps de ranimer la flamme. Oh. On y a cru là, hein? Des milliers de petits montagnards et de citadins aspirent à suivre la trace tellement inspirante de ces champions. Le défi est de taille pour les accompagner dans leurs rêves de gosse, les initier à la performance et les aider à devenir grands. Une université en pleine nature, non dénuée de risques et de sacrifices. Une bonne dose de passion et 100 fois sur le métier remettre son ouvrage. Le talent ne suffit pas. Et tu viens te remettre ici et tu viens appuyer tout doucement jusqu'à ce que le coup il parte. Prêt? Cool. Top. Allez, go. Was just a dream like Biggie said. Gotta keep running like gingerbread. I'm hard, I bring you a dragon's head. You're soft, you sleep on the feather bed. Cold, the month of Aquarius. Dream with monks and barbarians. Est-ce qu'elle devient à l'aise? Ok, fais appel à ta mémoire. De la sensation. Le cœur qui monte, la tension. Allez. Il y a 100 ans, la montagne française s'ouvrait au monde grâce à 2 planches de bois. Le ski comme une opportunité unique dans notre société des loisirs pour s'extraire de son quotidien et créer son imaginaire. Le ski comme une émancipation dans un environnement fragilisé. Comme une chance pour rester vivre au pays. Comme un accélérateur économique qui porte les domaines skiables français en tête de la hiérarchie mondiale. Comme une fratrie intergénérationnelle, anonyme ou célèbre, à qui les écoles de ski, les clubs ou les comités ont permis de franchir le portillon avec la joie de se surpasser. Le ski comme une douleur pour celles et ceux emportés trop tôt par ce sport si difficile à maîtriser. Que les mémoires de Régine Cavagnou, de David Poisson, de Michel Dujon, de Michel Boson, décédés en course ou à l'entraînement, soient ici particulièrement honorés. Le ski comme une résilience pour la compétition, apprendre, faire preuve de persévérance et tenter à nouveau, comme Kevin Rolland, de décrocher la lune. Ok, 3, 2, 1, drop. Le ski comme une balise écologique, un peu coupable, un peu responsable. Les montagnards n'ont peur que d'une chose, que la neige vienne à manquer. Réchauffement, dérèglement, permafrost, pergélisol, c'est désormais toute une économie qui est sur le fil. Oui, l'époque est anxiogène, oui, la montagne souffre. Le ski comme un avenir, celui des défis à relever face au réchauffement climatique et à la raréfaction des énergies,
celui des Jeux Olympiques de 2030, des Jeux qu'il reste à inventer pour les Alpes françaises sans les dénaturer. Gardons la foi. Enfin, le ski comme une recherche d'excellence. Ce chef-d'œuvre de maîtrise et de technique est signé par Cyprien Sarrazin sur la Streif de Kitzbühel. Beauté et bonheur d'une descente quasi parfaite. Un artiste au sommet de son sport, un sportif au sommet de son art. Elle est parfaite cette course. Oh là là. C'est un chef-d'œuvre. Il est imprenable. Offrez-lui une place là, au musée du Louvre. C'est féerique. Il n'y a plus de mots. C'est magique. Il fait le show en plus. C'est bijoux. Ouais. Un moment inoubliable, en communion avec le public. Pur et précieux comme l'or blanc.